Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chesville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire de Panorama Info. En 1938, les démocraties européennes, à savoir la France et le Royaume-Uni, avaient cru assurer la paix en pactisant avec Hitler. Et l'histoire a montré l'année suivante que ces démocraties n'avaient pas obtenu la paix et avaient eu la guerre. Je ne veux pas faire de rapprochement historique qui ne soit pas approprié. Cependant, alors que nous célébrons, ou que nous commémorons plus exactement, l'anniversaire de la débâcle de 1940, ce rapprochement s'impose bien sûr à mon esprit quand je pense à la Chine, une puissance planétaire autrement conquérante, autrement dangereuse que ne l'était l'Allemagne de 1939. La crise du Covid-19 a permis à une partie de l'opinion publique de prendre enfin conscience du danger représenté par la montée en puissance de la République populaire de Chine. En effet, cette crise a révélé la dépendance excessive du monde et, pour ce qui nous concerne, de l'Europe à l'égard de la Chine. Depuis plusieurs décennies, nombre de compagnies occidentales ont pris la mauvaise habitude de délocaliser tout ou partie de leurs activités industrielles en Chine, sacrifiant ainsi l'emploi et le savoir-faire européen. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte que même les masques chirurgicaux et les respirateurs, qui ont fait si cruellement défaut alors que nous en avions tellement besoin, ces respirateurs donc étaient fabriqués désormais en Chine, et ces masques chirurgicaux également. Ce sont des pans entiers de notre économie qui ont été transférés vers ce pays sans que les populations occidentales ne s'en rendent compte. Ces consommateurs, étaient d'ailleurs trop heureux de pouvoir acheter des produits bon marché sans se soucier de leur origine réelle. Durant la crise du Covid-19, l'industrie automobile, pour ne citer qu'elle, a failli s'arrêter complètement. En effet, savez-vous que la totalité des plaquettes de frein est depuis longtemps fabriquée uniquement en Chine, en particulier dans les usines de Wuhan, et ces pièces indispensables n'arrivaient plus, les usines chinoises s'étant temporairement arrêtées de les produire. Et il ne s'agit que d'un exemple parmi tant d'autres. Pour des raisons de profit et de rentabilité, nos capitaines d'industrie ont placé les pays européens et les États-Unis dans une dépendance de plus en plus grande à l'égard de la Chine. Or, la Chine n'est pas n'importe quel pays. 1/6 de la population mondiale y vit. Mais surtout, depuis 1949, il s'agit d'un régime monolithique communiste, où le pouvoir est aux mains d'un petit groupe d'hommes qui se cooptent les uns les autres et qui dirige le Parti communiste chinois, parti unique depuis 1949. Ce petit groupe d'hommes voit parfois l'émergence d'un homme plus fort que les autres, issu de son sein, qui parvient à s'imposer pour cumuler tous les pouvoirs, toutes les fonctions, tel un empereur comme la Chine en a connu tant durant ses millénaires d'histoire. Ce fut dans les années 50 à 70 Mao Zedong, un impitoyable tyran qui n'a pas hésité à sacrifier la vie de millions de ses compatriotes dans la réalisation de programmes aussi délirants qu'irréalistes. Les 100 fleurs, le grand bond en avant, la grande révolution culturelle prolétarienne. Ces utopies meurtrières avaient avant tout pour but le maintien au pouvoir du tyran et l'élimination de rivaux politiques potentiels au sein même du Parti communiste. Après la mort de Mao en 1976, ce fut le tour de Deng Xiaoping d'imposer sa mainmise sur le pouvoir. Contrairement à Mao, Deng avait l'avantage d'être un réaliste.
il n'a pas hésité à utiliser des recettes capitalistes pour sauver le communisme chinois. Qu'importe que le chat soit noir ou rouge, disait-il, l'important est qu'il attrape les souris. C'est ce réalisme économique qui a permis à la Chine communiste d'émerger en tant que grande puissance mondiale dans les années 80-90. C'est à Deng que l'on doit le surprenant concept d'économie socialiste de marché, afin de parvenir à la constitution d'une classe moyenne urbaine qui représente aujourd'hui 15% de la population et à l'amélioration du niveau de vie. Petit à petit, les Chinois sont devenus des consommateurs. Mais ces réformes ont aussi accru les grandes disparités dans le pays. Elles ont généré une pollution catastrophique pour la Chine, mais aussi pour la planète, décuplé une corruption rampante et augmenté le chômage. Deng fut le grand promoteur des 4 modernisations: modernisation de l'agriculture, modernisation de l'industrie, modernisation de la science et des technologies et modernisation de la défense nationale. Mais Deng avait délibérément choisi d'oublier la 5e modernisation, à savoir la démocratie. C'est cette 5e modernisation que les courageux manifestants de la place Tiananmen réclamaient en 1989. Ils en payèrent le prix de leur vie ou de leur liberté lorsque le mouvement fut impitoyablement écrasé dans le sang. Ce début du XXIe siècle a vu l'émergence d'un nouvel homme fort, lui aussi issu de la même nomenclature du Parti communiste, Xi Jinping, secrétaire général du parti depuis 2012 et président de la République populaire depuis 2013. En raison de sa pratique du pouvoir très personnalisé, marquant une rupture avec l'effacement relatif de ses prédécesseurs, de son exaltation du sentiment national chinois et de sa mainmise totale sur le parti, Xi Jinping peut être considéré comme le dirigeant le plus puissant et le plus autoritaire depuis Mao. À la suite d'une modification de la Constitution, il peut théoriquement rester président pour une durée illimitée. Par ailleurs, la pensée de Xi Jinping est inscrite dans la doctrine et la constitution du Parti communiste, un privilège jusqu'ici réservé aux seuls Mao Zedong et Deng Xiaoping. Sur le plan intérieur, j'ai souvent fait état sur ces ondes de la répression impitoyable qui frappe les voix dissidentes. Je ne rappellerai pas le contrôle qu'exerce le parti sur les religions, en particulier sur l'Église catholique, allant jusqu'à créer une église officielle et envoyant les évêques et les prêtres de l'église demeurés fidèles à Rome en prison ou en camp de rééducation. J'ai également souvent évoqué le sort terrible des minorités, en particulier au Tibet et au Xinjiang. On estime qu'1 million de Turkmènes, ou qu'on appelle aussi de Ouïghours, de cette dernière région, seraient aujourd'hui en camp de rééducation, dans lesquels les autorités s'efforcent de les désislamiser pour en faire de bons citoyens communistes chinois. Des informations concordantes font état d'un programme de stérilisation forcée des femmes ouïghours afin de réduire le nombre de naissances dans cette région. Région qui subit, comme le Tibet, une véritable colonisation de peuplement. Aujourd'hui, la moitié de la population du Xinjiang est constituée de Chinois Han, venus s'installer durant les dernières décennies. La Chine populaire est également un État champion de la peine de mort. Selon Amnesty International, 2/3 des condamnations à mort du monde sont exécutées en Chine. Les prélèvements d'organes sur les condamnés à mort exécutés ont été fréquemment dénoncés et cette pratique a même été confirmée par les autorités. Tout ce qui précède suffit amplement à démontrer que s'il est nécessaire d'entretenir des relations politiques et économiques avec la Chine populaire, il conviendrait de le faire avec de grandes précautions et surtout de se garder de tomber dans la dépendance politique ou économique à l'égard d'un tel État. Or, nos dirigeants et nos grands entrepreneurs n'ont pas su ou pas voulu prendre la mesure du danger représenté par la République populaire de Chine.
les mirages de contrats juteux ont effacé les principes élémentaires de précaution. À Hong Kong, la Chine est en train de profiter de la tension internationale sur la pandémie du Covid-19 pour violer impunément les accords sur la rétrocession du territoire. Ces accords, signés avec le Royaume-Uni en 1984, prévoyaient un statut spécial pour Hong Kong selon le principe de « un pays, deux systèmes » pendant une période de 50 années après la rétrocession qui s'est faite en 1997. Or, sous le règne de Xi Jinping, Pékin a tenté d'éroder l'autonomie de Hong Kong et, voici quelques jours, a même promulgué une loi sur la sécurité qui lui permettra de réprimer toute velléité d'opposition ou d'indépendantisme. Depuis des années, le peuple de Hong Kong est descendu dans la rue pour s'opposer aux tentatives de Pékin de porter atteinte à ses libertés. Avec la nouvelle loi, la répression va s'accroître et il est à craindre que les leaders du mouvement, tels que le charismatique Joshua Wong, ne soient arrêtés et jugés pour atteinte à la sécurité, voire même pour terrorisme. Or, Hong Kong est la 8e entité commerciale et la 3e place financière du monde. Porter atteinte au statut spécial de Hong Kong, c'est s'en prendre à de gros intérêts financiers et à la prospérité de ce territoire de 7,5 millions d'habitants. C'est aussi prendre le risque de se fâcher non seulement avec le Royaume-Uni, mais aussi avec le Canada et l'Australie, et surtout avec les États-Unis, qui ont vivement réagi face à l'imposition de la nouvelle loi. La voix de l'Europe n'a guère été entendue sur cette question. En s'en prenant au statut spécial de Hong Kong, la Chine semble en train de tuer la poule aux œufs d'or. Mais la Chine populaire représente également un grand danger d'ordre militaire. Lentement mais sûrement, elle est en train de s'emparer par la force de la totalité de la mer de Chine méridionale, au détriment des autres pays riverains. La mer de Chine méridionale est ce que l'on appelle une mer bordière. Elle fait partie de l'ensemble formé par l'océan Pacifique et elle baigne de nombreux pays, la Chine bien sûr, mais aussi le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, Brunei, les Philippines et Taïwan. Cette mer couvre une superficie approximative de 3,5 millions de kilomètres carrés. En chinois, elle est appelée mer du Sud, tandis que les Vietnamiens la connaissent sous le nom de mer orientale. Pour les Thaïlandais, la partie de cette mer baignant leurs côtes s'appelle golfe de Thaïlande, autrefois connu sous le nom de golfe du Siam. Tandis que pour les Philippins, c'est la mer des Philippines occidentales. Sur la base de chroniques anciennes, laissées par des navigateurs ou des géographes chinois, la République populaire de Chine revendique la totalité de l'espace situé entre leur rivage méridional et la rive nord de l'île de Bornéo. Si l'on consulte une carte publiée en Chine populaire, on s'apercevra que le pointillé de la frontière passe au large des côtes vietnamiennes et des côtes du nord de Bornéo, et aussi de celles des Philippines occidentales. Cette revendication chinoise viole clairement la Convention sur le droit de la mer. Selon cette dernière, chaque pays riverain a le droit exclusif d'exploiter les ressources d'une mer ou d'un océan dans une zone partant de ses côtes et s'étendant vers le large jusqu'à une distance d'au plus 200 000 nautiques. Pour les pays riverains, l'un des enjeux des revendications est de faire reconnaître juridiquement ces droits exclusifs sur une zone aussi grande que possible. Quelles sont les ressources recelées par la mer de Chine méridionale? Il s'agit essentiellement de ressources halieutiques, la pêche, et énergétiques, pétrole notamment, mais aussi hydrate de méthane. L'enjeu est également stratégique et commercial, car la zone est également le passage de routes maritimes parmi les plus fréquentés au monde. Plusieurs axes majeurs du trafic maritime passent par cette mer. La moitié du tonnage
voyageant par transport maritime et le tiers du transport de pétrole y transite. Les États-Unis sont fortement présents dans la région, militairement avec des bases au Japon, en particulier dans l'île d'Okinawa, à l'extrême sud de l'archipel, et des troupes en Corée du Sud. Les États-Unis ne toléreront jamais que la mer de Chine méridionale devienne la Mare Nostrum des Chinois. Ils viennent d'ailleurs d'y déployer 2 porte-avions à la suite d'importantes manœuvres militaires chinoises aux îles Paracel entre le 1er et le 5 juillet dernier. La mer de Chine méridionale est en effet parsemée de petites îles et archipels, tous inhabités. Il s'agit d'îlots d'origine corallienne, les îles Spratly, les îles Paracel, les îles Pratas, le récif de Scarborough et le banc de Macclesfield. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il n'y a eu sur ces petits rochers à peine émergés aucune présence civile ou militaire permanente d'aucun État. L'enjeu représenté par ces îlots est donc capital. Le pays qui parviendra à les contrôler pourra prétendre à la possession exclusive de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en se basant sur la Convention sur le droit de la mer et la fameuse règle des 200 000 marins. Or, la puissance militaire et navale de la Chine populaire a permis à cet État de s'emparer, dans l'indifférence de la communauté internationale, de bon nombre de ces îlots et d'y établir en toute illégalité des postes militaires et même des pistes d'atterrissage. En 2013, la Cour internationale de justice a donné raison aux Philippines, qui contestaient les pseudo-droits historiques de la Chine sur la mer de Chine méridionale et ses îlots. La Chine populaire n'a pas tenu compte de ce verdict et elle continue plus que jamais à y affirmer sa présence. Le Vietnam semble déterminé à saisir la Cour internationale de justice à son tour. Les dernières manœuvres militaires chinoises aux îles Paracel ressemblaient d'ailleurs beaucoup à une intimidation de la Chine envers le Vietnam pour dissuader ce pays de porter le contentieux à La Haye. Ces manœuvres ont comporté des opérations amphibies et des simulacres de débarquement. Elles pourraient donc également constituer une répétition générale en vue d'une invasion de Taïwan, l'ancienne Formose, plus que jamais revendiquée par Pékin, qui la considère comme une province devant retourner à la mère patrie. Taïwan, pays devenu pleinement démocratique depuis plus de 20 ans, s'affirme de plus en plus comme un État indépendant et sa population savoure sa liberté, son système démocratique et ses droits de l'homme, et elle n'a aucune envie de tomber sous le joug d'une dictature communiste. La crise du Covid-19 a aussi détourné l'attention du monde d'une autre crise qui, si elle n'est pas nouvelle, est potentiellement extrêmement dangereuse. Il s'agit du conflit frontalier entre la Chine et l'Inde. Le mois dernier, il a causé la mort de dizaines de soldats, tant indiens que chinois. Ce conflit a déjà dégénéré en guerre ouverte en octobre 1962, guerre qui s'était soldée par une victoire chinoise. De quoi s'agit-il exactement? Rappelons qu'en 1950, la Chine communiste a envahi et occupé le Tibet, devenu région soi-disant autonome de la République populaire de Chine. Cette occupation du plateau tibétain a fait que la Chine est devenue voisine du Cachemire, une région du nord de l'Inde, elle-même disputée entre l'Inde et le Pakistan depuis la division de l'Empire des Indes en 2 entités. Il y a déjà eu, depuis l'indépendance des 2 pays, plusieurs guerres entre les 2 voisins, et le problème n'est toujours pas réglé. Le Pakistan occupe environ un tiers du Cachemire, tandis que le reste constitue un État indien. Le reste, pas tout à fait, car la Chine a profité du conflit pour occuper elle-même une partie du Cachemire. Le territoire occupé par la Chine est appelé Aksai Chin. Sa superficie est de 37 244 km² et il fait partie des hauts plateaux tibétains et se situe au nord-est du Cachemire. Il est, depuis la guerre d'octobre 62, administré par la Chine populaire, bien que sa population soit majoritairement de religion hindouiste et bouddhiste. Ce conflit frontalier est donc une conséquence de l'annexion du Tibet par la Chine. Les affrontements du mois dernier se sont déroulés sur la ligne de cessez-le-feu à plus de 4000 mètres d'altitude. Ils ont causé un véritable sursaut nationaliste en Inde, qui a été traumatisé par la mort de dizaines de ses soldats.
alors que les médias chinois n'en ont pratiquement pas fait état. Résultat, les entreprises